Bonjour, donc nous poursuivons notre débat sur le développement de l'économie sociale et solidaire en Tunisie comme enjeu de développement des territoires aujourd'hui et à partir de ce qui s'est passé hier organisé par l'association Plates dans le cadre de ce développement à Indram avec un certain nombre d'ONG, d'associations et de mutuelles. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? En fait, c'est ce qu'on appelle le tiers secteur qui va développer de l'activité économique dans tous les domaines, que ce soit de l'agriculture, que ce soit des produits du terroir, que ce soit sur des activités aussi de l'artisanat ou des services. Donc, à partir d'une philosophie où les valeurs de la solidarité et de la coopération vont être déterminants, mais aussi tout l'enjeu de la coopération dans un cadre de développement des territoires, ce qu'on appelle le développement local. Donc l'économie sociale est en train de se structurer en Tunisie et nous avons eu l'occasion, et Plates, à partir de son président Mohamed Ben Mahmoud, d'organiser une journée décentralisée pour échanger. Et nous avons eu deux invités. L'un, un invité ami du Maroc, Fawzi Mounji, qui est universitaire et chercheur, et qui va justement nous parler du microcrédit, puisque celui-ci est spécialisé sur le microcrédit. Donc si Fawzi Mounji, pouvez-vous nous faire déjà un premier descriptif et nous expliquer qu'est-ce que c'est le microcrédit? Il s'agit de crédits de petits montants destinés à une population qui est exclue des systèmes formels de financement, c'est-à-dire qui n'ont pas accès aux banques faute de garantie. Et donc les microcrédits sont des crédits renouvelables de petits montants sur des courtes périodes. Alors, quels sont justement au Maroc les intervenants, les acteurs, les opérateurs qui développent en tout cas ce secteur de microcrédit? Alors, il s'agit en fait d'associations. Les bénéfices qu'elles peuvent réaliser ou les gains qu'elles réalisent sont réinvestis dans l'activité pour permettre d'élargir le portefeuille et servir le plus grand nombre de clients. Alors, en même temps, quelle est la deuxième question qui me paraît importante? Quels sont le type de personnes qui sont demandeurs ou qui ont besoin du microcrédit? Alors ça me paraît une excellente question parce que souvent on pense que le microcrédit est destiné à financer la création d'activités. En fait, oui, il doit aider des personnes qui n'ont pas accès à d'autres sources de crédit à démarrer leur activité. Mais pour sa stabilité, pour sa viabilité, une partie plus importante de la population concernée sont des gens qui sont déjà actifs. Alors maintenant, pour leur profil, il s'agit de personnes qui travaillent souvent dans l'informel, mais ne voyons pas ici l'informel sous son angle, j'allais dire négatif. L'informel, ce sont des activités qui permettent à des gens de faire de l'auto-emploi, de travailler dans l'indépendance et de faire vivre des familles en vivant eux-mêmes et parfois, par leur activité, de permettre à d'autres familles d'avoir accès à des biens et des services à des prix compétitifs. Et nous pouvons donner des exemples. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots un peu votre observation par rapport à la Tunisie, au développement du microcrédit, sachant qu'en Tunisie, aujourd'hui, le microcrédit a été remis à plat et qu'une loi cadre a été mise en place? Je crois que ce que nous avons appris et en fait découvert hier, c'est le réel enthousiasme des associations qui visent à encourager des personnes, des femmes, des jeunes et des hommes pour travailler dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, comme moyen palliatif à l'insuffisante création d'emplois par le secteur entre guillemets classique. Cet enthousiasme-là suppose qu'il va y avoir beaucoup d'activités de créer et je pense que ce sera d'autant plus une demande pour les activités de microcrédit en Tunisie. Maintenant, si je me permets, comme vous posez la question, le conseil qu'on peut suggérer, c'est en fait de travailler avec des procédures qui soient certes avec louable et pas uniquement visant le capital, mais qui soient des procédures rigoureuses
des procédures qui soient à l'écoute de la demande et qui s'adaptent à la demande. En résumé, on dit demande drive-in, conduite par la demande, et pour permettre d'abord leur viabilité et travail dans la pérennité et l'indépendance. Pouvez-vous nous donner un peu quelques explications sur les bonnes pratiques du microcrédit, puisqu'on sait très bien que le microcrédit interroge en même temps, puisque certains pourraient dire, ou dénoncent en tout cas le microcrédit existant dans le sud, où en fait c'est presque d'usure, puisqu'il va jusqu'à un pourcentage de 25-30% et que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, si vous permettez, initialement, les bonnes pratiques visaient d'abord les aspects opérationnels, c'est-à-dire comment sélectionner des personnes qui ont besoin d'argent pour développer des activités, et donc pas pour uniquement la consommation, parce que le risque, si vous voulez, avec le microcrédit, c'est d'accorder des prêts à des personnes et de conduire à un surendettement. Lorsqu'il s'agit de contracter un crédit pour développer une activité, cela veut dire que l'on génère des revenus, et c'est sur la base de ces revenus que l'on va pouvoir payer le service qui nous a été rendu, le service financier. D'où la question du taux d'intérêt, et ensuite je reviendrai tout à l'heure sur l'évolution de ce qu'on peut appeler effectivement les conseils en matière de bonnes pratiques. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une industrie relativement récente. Alors pour ce qui est du coût du prêt accordé aux gens, la pratique la plus saine consiste à dire aux institutions de charger des taux d'intérêt qui permettent de couvrir leurs frais opérationnels d'abord, donc de fonctionnement, et leurs frais financiers, c'est-à-dire le coût des fonds auxquels elles accèdent pour pouvoir constituer le portefeuille de crédit. Maintenant, si ces coûts sont plus élevés que dans le cadre de la finance classique, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit de prêts de faible montant sur des courtes périodes. Vous prêtez 1000 dinars à une personne sur 4 mois, si le taux d'intérêt, pour parler crûment, est de 2% par mois, ça leur fait un intérêt de 80 dinars sur 4 mois. Donc, c'est en ces termes-là qu'il faut raisonner et non pas sur les taux d'intérêt annuels. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut charger des taux d'intérêt exorbitants. Il faut charger des taux d'intérêt qui permettent à l'institution de vivre, de travailler dans l'indépendance, de servir le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Les meilleures conditions, ça veut dire que c'est l'institution, ce sont les agents de crédit de l'institution qui doivent aller vers la clientèle. Ce qui veut dire que l'on réduit les coûts de transaction de cette clientèle. C'est-à-dire que les clients n'ont pas à se déplacer pour aller à la banque, payer des frais de transport, payer des manques à gagner, parce que s'ils partent et qu'ils perdent une demi-journée de travail, c'est un manque à gagner. Donc le fait que les agents de crédit se déplacent chez les gens, etc., signifie d'un côté que l'on réduit leurs coûts, leurs frais, tout en leur donnant accès à des crédits, et d'un autre côté, ce sont des frais pour l'institution. Or, ces frais, il faut qu'ils soient payés, et les taux d'intérêt qui sont pris permettent en fait de rémunérer ces coûts. Alors, 2 mots sur l'évolution des bonnes pratiques de la microfinance. Après avoir raisonné uniquement sur les aspects procédure d'octroi, procédure de suivi et accompagnement et procédure de remboursement, actuellement, on se pose la question de la qualité de la gouvernance des institutions, du diagnostic social qui doit suivre, autant à l'intérieur de l'institution, la rigueur de sa gestion, et aussi le diagnostic social de l'impact des services qui sont accordés. Et en fin de compte, il y a l'aspect financement. Plus une institution se libère de ce qui est fonds privilégiés, entre guillemets, des donateurs ou autres, plus elle va vers des fonds qui ont un caractère commercial, plus ça veut dire que c'est la pérennité. Merci pour cet éclairage très concret et très intéressant. Platès reprendra ce débat puisqu'il a l'intention d'organiser
une rencontre en matière d'assises nationales de l'économie sociale, très prochainement, dès le premier trimestre 2015. Et Plates vous redonne rendez-vous pour rediscuter sur ce sujet, puisque Plates est en cours de signature d'un accord cadre avec la BTS pour justement appuyer les porteurs de projets à développer leur microcrédit, à développer leur activité à partir de l'outil du microcrédit, et entre autres sur la région de Casquines. Nous allons reprendre la suite de cette émission avec un autre regard, avec Jacques Sansin sur la dimension d'expression des radios libres. Pouvez-vous nous dire un peu votre sentiment déjà sur ce que vous avez vécu hier dans le cadre du débat à Indra, et ensuite nous expliquer quels sont les enjeux des radios aujourd'hui en matière de développement et d'appui au développement de l'économie sociale? Eh bien, d'abord, sur l'économie sociale et solidaire, alors d'abord, je remercie Radio 6 de l'invitation et vous de me permettre donc d'intervenir sur ce thème. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, d'abord, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on met au cœur de l'action économique non le profit individuel retiré par des propriétaires d'une entreprise, mais on met au cœur de l'activité la solidarité et les missions de cette entreprise, en faisant en sorte effectivement qu'elle soit économiquement équilibrée, comme cela a été expliqué tout à l'heure. Donc c'est quelque chose de très important, parce que ça change d'une certaine manière la polarité de l'activité économique. On travaille et on essaie d'avancer sur les missions, sur la solidarité, sur les valeurs, et non sur la volonté de gagner plus d'argent. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un mal profond de notre société. D'accord. Alors, justement, vous êtes aussi observateur et acteur. Pourquoi devons-nous développer de la formation de proximité dans le cadre du développement local et l'appui aux radios libres? La formation de proximité, c'est quelque chose fait pour tous les acteurs de l'économie sociale et des radios aussi, évidemment. La formation de proximité est essentielle, c'est-à-dire les gens ont des missions, ils ont envie de les réaliser, il leur manque de l'argent, on en a parlé, mais il leur manque aussi des moyens, les moyens personnels, les moyens de formation pour mener à bien leur mission, et ces moyens leur sont donnés par une formation appropriée. Alors, si on parle maintenant des médias et des médias associatifs, et ça me paraît très important, les médias sont l'élément central, fondamental de la démocratie, parce qu'ils apportent l'information, ils apportent l'éducation, ils apportent le divertissement. C'est les trois thématiques données aux médias en général. Et depuis des années, depuis le début de la mise en place en particulier des médias audiovisuels, ces médias étaient concentrés dans les mains de l'État. C'était le monopole, ça a été le cas en France. Ça s'est terminé en 1981 par le lancement des radios libres. C'était le cas en Afrique du Sud. Ça s'est terminé par l'effondrement de l'apartheid. C'était le cas au Mali. Ça s'est terminé par la chute de Moussa Traoré. C'était le cas en Tunisie. Ça s'est terminé par les bouleversements que nous avons connus en 2011. Donc, quand il y a des bouleversements politiques, se pose le problème des médias et de quels médias on va mettre en place. Il y a se jettent à ce moment-là dans cette brèche ouverte les commerciaux qui tout d'un coup pensent, puisque ça n'appartient plus qu'à l'État, nous on va pouvoir faire de l'argent dessus, et se mettent aussi ceux qui veulent remplir des missions dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la santé, dans le domaine du pluralisme, dans le domaine de la culture, dans le domaine... Et ça, ce sont les radios associatives qui ont, comme le reste de l'économie sociale et solidaire, un mode de financement adéquat à leur mission et qui ont une manière de procéder et des valeurs qui sont celles des radios associatives attachées au respect de leur mission, au respect de leurs auditeurs, au respect des valeurs qu'elles préconisent. Nous poursuivons notre échange suite à la rencontre qui a eu lieu à Indra sur l'économie sociale et solidaire hier samedi, où nous avions des invités extérieurs du Maroc sur la dimension du microcrédit et de France en particulier sur le développement des radios libres dans l'accompagnement des outils de l'économie sociale.
Jacques Sansin, donc, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, est un acteur des radios libres depuis des années sur le continent africain et en France, qui est notre invité. Je voudrais lui poser la question, puisque celui-ci a participé dans la région de Kasserine à la formation de jeunes, ils étaient à peu près une vingtaine, je crois, ou 22, pour se former justement à développer l'expression radio libre et en même temps se perfectionner, se professionnaliser. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre regard déjà sur cette région en premier lieu, et puis ensuite justement pourquoi une formation pour des jeunes dans un territoire reculé et où les jeunes avaient envie justement d'avancer, des jeunes extrêmement dynamiques qui étaient venus à cette formation, des jeunes qui n'avaient pas attendu d'ailleurs la formation, qu'on vienne de l'extérieur leur dire ce qu'il fallait faire, mais qui avaient déjà commencé eux à se doter des moyens intellectuels et financiers, techniques pour commencer à travailler. Et ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que les gens n'attendent pas passivement qu'on leur apporte, mais essaient de se donner eux-mêmes les moyens d'avancer. Et ensuite, la capacité qu'ils ont eue à intégrer ce qui leur était dit, mais non seulement à l'intégrer, mais à l'adapter à la réalité de Kasserine, de son environnement économique, de son environnement social, pour pouvoir créer des radios libres qui aient toute l'efficacité voulue pour remplir les missions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment, ça m'a apparu comme quelque chose une initiative intéressante, et je crois d'ailleurs que dans la continuité de cette initiative, se sont mis en place effectivement des radios libres et des médias Internet qui ont justement travaillé dans cette direction-là et dans la mise en place des thématiques que nous avions évoquées. D'accord. Alors justement, maintenant, pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion dans ce pays qui est en marche avec sa jeune démocratie et qui a besoin de développer des outils d'information, de communication, et comme vous l'avez rappelé, que les outils de communication tels que les radios sont importants puisqu'elles participent à l'éducation d'une population, donc qu'elles participent aussi à informer. Comment vous sentez cette Tunisie en marche avec ces outils qui existent et qui sont en plein développement aujourd'hui? Hier, un des intervenants disait que le monde était devenu un village, et c'est la réalité. Et il y a besoin, pour que les gens puissent maîtriser leur existence aujourd'hui, ils ont besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde, d'autant qu'il y a beaucoup de périls qui règnent sur notre planète. Des périls de guerre, évidemment, il y en a plusieurs actuellement qui sont à l'œuvre dans quelques coins de la planète, mais des périls d'environnement, l'écologique, la crise climatique, la fonte des glaces au pôle Nord, etc. Tous ces risques, les gens ont besoin d'être au courant, à la fois pour savoir comment les conjurer, quels comportements personnels ils doivent adopter pour participer à la protection de la nature et à la sauvegarde de la planète, et à quoi ils doivent s'attendre sur ce qui se passe dans le monde et comment modifier peut-être l'équilibre politique du monde pour que notre planète puisse être viable. Ça me paraît important. Et pour cela, il faut qu'il y ait plusieurs catégories de médias. Il y a les médias publics. Il faut qu'ils continuent parce qu'ils ont des missions à remplir et c'est important, mais qu'ils continuent à remplir en tant que service public et non en tant que médias de monopole. Les médias commerciaux, ça paraît difficile de les éviter, ils vivent de la publicité, et le troisième secteur, le tiers secteur de ces médias, ce sont les radios associatives. Elles sont essentielles. C'est la manière de la société civile de s'emparer de l'outil médiatique, justement pour apporter ce contrepoids aux deux autres secteurs. Et ça me paraît très important. Et la deuxième chose qui me paraît importante à dire, c'est que nous sommes dans une mutation profonde, y compris des médias, avec des technologies nouvelles. Il y a l'Internet, il y a les iPhones, il y a la numérisation, etc. Donc c'est important que les radios passent au XXIe siècle aujourd'hui, s'emparent de tous ces moyens modernes, et on doit parler de médias alternatifs plutôt que de radio alternatives et de radio libre. C'est le média libre dont il s'agit, parce que ça englobe plusieurs domaines médiatiques et pas simplement la radio. Maintenant, l'image, le son et l'écrit a trouvé son unité avec l'Internet, et c'est important qu'on le comprenne.
Merci en tout cas de votre participation, de cet éclairage. Nous allons conclure donc ce temps d'échange sur l'économie sociale comme enjeu de développement, des territoires, on le sait très bien, et qu'aujourd'hui ça a fait ses preuves, puisque comme je le disais au départ, l'économie sociale et solidaire est porteur de développement d'activités économiques et d'emplois, puisque dans un certain nombre en tout cas d'endroits, de pays, celui-ci joue un rôle important en termes de développement du PIB, voire jusqu'à plus de 10%. Je crois même que ça va jusqu'à 12% dans certains pays européens. Et que aujourd'hui, ce nouveau secteur en plein développement a son importance en Tunisie. Je vous passe aussi une information, puisque je sais qu'en Tunisie, la dimension des coopératives reste liée à quelque chose de négatif par rapport à son histoire, mais qu'aujourd'hui, les coopératives sont véritablement des structures de développement, que je vous renvoie sur Internet d'aller voir la rencontre mondiale des coopératives qui se passe aujourd'hui, à partir de la semaine prochaine à Québec, où on voit bien que le monde de la coopération, le monde de l'économie sociale est un vrai enjeu de développement, et que dans la région, en tout cas de PACA, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la France, face à la crise, aujourd'hui, c'est un secteur qui a développé 23% de son activité par rapport au secteur classique qui est aujourd'hui en stagnation. Donc l'enjeu de cet axe dans tous les secteurs, puisqu'il agit dans tous les secteurs, et ce n'est pas seulement à partir des outils juridiques. Demain, des entreprises classiques peuvent aussi se revendiquer dans une démarche de solidarité, de coopération, et aussi réformer leur manière de gérer et de gouverner leurs entreprises. Donc Plates se fait le pari d'être un des acteurs, de promouvoir cette dimension d'économie sociale auprès de tous les intervenants et de tous les acteurs en Tunisie, et de porter le débat au plus haut niveau, même au niveau des politiques, en les interpellant dans leur programme, quel est l'enjeu du développement d'économie sociale. Plates, que je rappelle, plateforme tunisienne de l'économie sociale, qui est en relation avec d'autres acteurs de l'économie sociale, qui travaillent aussi beaucoup avec le REMES, le réseau marocain de l'économie sociale, et rentrer aussi dans le réseau africain de l'économie sociale, le RAES, puisqu'on sait très bien qu'en Afrique aussi, c'est un enjeu de développement pour pouvoir justement pérenniser de l'activité, maintenir des populations dans leur terroir et promouvoir de l'activité à partir aussi des activités génératrices de revenus, entre autres. Merci. Donc, comme je vous le disais, Plates refera des émissions à ce sujet, afin d'expliquer et aussi de mobiliser pour les assises de l'économie sociale qui devraient se passer à Tunis le premier trimestre 2015. Merci à vous et merci de votre patience et de votre écoute. À la prochaine fois.